Ben, je pensais pas me présenter, mais je m'appelle Michael Blais. Mais ça vaut très la peine que je me présente. Michael Blais, je rédige une thèse sous la direction de Martine-Emmanuel Lapointe au département de littérature, des littératures françaises de l'Université de Montréal, ce qui me qualifie peut-être pour animer la discussion d'aujourd'hui, puisqu'il y a un pan important de la thèse qui porte sur le cycle Soif de Marc Lapley. Donc, sans plus attendre, je vais présenter les panélistes. Elisabeth, je vais te tutoyer. Ouais. Tu es professeur émérite affilié au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, où tu as longtemps enseigné. Puis là, je ne vais pas rappeler toutes tes publications, mais je vais seulement rappeler que dans les 12 derniers mois, tu as publié quand même 3 ouvrages et non les moindres. Donc, l'œuvre romanesque complète de Régent Ducharme dans la collection Quarto de Gallimard. Tu as publié un texte narratif, carnet d'inventaire. Et aujourd'hui, on célèbre la publication d'écriture de l'inachèvement. C'est quoi le titre complet? Dans le cycle Soif de Marie-Claire Blais. Ouvrage qui promet de faire date, hein, parce que ça va devenir un incontournable, on peut le pressentir, pour les études blaisiennes. Jean Bernier, tu es directeur littéraire à la Maison d'édition du Boréal, un poste, si mon compte est bon, si j'ai bien compté, mais c'est pas vraiment sûr. Un poste que tu occupes depuis 30 ans? 33 ans. 33 ans. Oui. J'ai écrit près de 30 ans, Non. mais bon. 1990. Évidemment, ça t'a amené à collaborer étroitement avec Marc-Claire Blais au moins de 1995 à 2021, qui correspond aux années de publication du cycle Soif de Marc-Claire Blais. Pas la présentation, mais la discussion va essentiellement porter sur le cycle Soif, vous l'aurez deviné. J'ai ciblé 5 à 6 sujets, si on a le temps de passer à travers, tant mieux, puis sinon, on arrête de parler quand on est tanné. Donc, j'aimerais vous entendre d'abord, Elisabeth, peut-être d'abord, puisqu'on célèbre ton livre, la publication de ton livre. D'entrée de jeu, dans l'avant-propos, c'est important pour toi de parler de la genèse de ce livre-là, de l'essai. Tu dis que dans cet essai-là, tu reprends des questions qui étaient celles des 2 séminaires que tu as donnés en 2018 et en 2019 à l'Université de Montréal, un séminaire auquel j'ai participé en 2018. Donc, je veux savoir quelles sont les questions donc, qui étaient celles du séminaire que tu reprends dans l'essai. Puis, je me demande aussi comment l'inachèvement est devenu, au fil de ta réflexion, à devenir un thème structurant pour ton essai. Oui, tout à fait, oui. D'abord, je voudrais moi aussi remercier Jonathan de nous accueillir, remercier les PUM, Francis, Patrick, et je voudrais aussi remercier Guy Champagne, Marie-Chantal Plante et Sylvie Brosseau qui ont travaillé directement sur mon texte. Alors oui, c'est mes notes de séminaire, c'est un peu un texte de confinement. Tout était bloqué, les autres projets étaient bloqués, rappelez-vous, tous les centres d'archives étaient fermés. Or, j'avais dans mon ordinateur des pages et des pages de notes du séminaire de l'automne 2018 et qui était consacré au cycle Soif. Pendant 3 mois, on n'a fait que ça, lire ensemble le cycle Soif. J'ai envie de citer les gens qui étaient là parce que ils ont compté. Alors, en plus de Michael, il y avait Julien Allary, Camille Anctil-Raymond, Michael Blais, je viens de le dire, Kevin Lambert, Rachel Laroche, Sophie Marcotte, Eugénie Maté-Jaunet et Léa Sandner. Et c'était l'état de grâce. C'est un de mes souvenirs, un de mes beaux souvenirs d'enseignement, avoir une session entière pour plonger dans le même texte. Et j'étais hier dans un autre séminaire sur l'œuvre de Blais chez Michel Biron à McGill. Et en finissant la séance, on se disait que peut-être la meilleure lecture qu'on pouvait faire du cycle, c'était une lecture collective, justement. Donc c'est ça la genèse du cycle. La genèse du séminaire, la genèse du livre. L'inachèvement, c'était déjà au cœur du séminaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on étudiait un processus poétique, de la ponctuation, toutes les formes de cohérence qu'on a essayé d'étudier dans le séminaire menaient toutes à la conclusion que ça ne pouvait pas finir. Et à replonger dans les textes et à
les étudier de plus près, on se rend compte que depuis, ça joue dans les phrases, ces énormes phrases, hein, ces phrases très très longues, ça joue dans la syntaxe, ça joue dans la construction du temps, à tous les plans. Ce qui est mis en place, c'est de repousser la fin et de toujours repousser la fin, au point qu'on a le sentiment que le cycle accompagne l'actualité, puisque c'est sur notre monde, hein, et que tant qu'il s'écrira, ça tiendra quelque part. Donc oui, ce sont ce que j'ai remarqué, et encore plus maintenant, même si le livre est fini, quand j'ai l'occasion d'y réfléchir à nouveau, c'est à quel point l'inachèvement est le principe cohérent de ces textes-là. C'était pas si clair dans le séminaire. En tout cas, je m'en souvenais pas. Mais je suis content que ce soit précisé. J'entends bien. T'as déjà eu ta note, ça va? Oui, non, ça va. C'est pour ça qu'il dit ça. Ben Jean, j'aimerais aussi t'entendre, c'est le motif là, de ce bloc de discussion-là, la genèse de ta rencontre avec Marie-Claire Blais. T'en as déjà un peu parlé, je veux pas te faire répéter, là, dans lecture de Marie-Claire Blais qu'Elisabeth a aussi dirigée. Peut-être que tu peux parler quand même de ta collaboration avec Marie-Claire Blais, quand même, parce que c'est quand même un parti pris ambitieux pour une maison d'édition. C'est qu'on ne le savait pas, nous non plus, là. Je dirais, mais elle nous a quand même piégés. Elle était assez maligne. C'est-à-dire que, bien sûr, elle avait annoncé cette trilogie. Merveilleux, magnifique. Et c'était fabuleux. En fait, mais Marie-Claire, c'était Marie-Claire. Donc, tout de suite, j'étais très à l'aise parce que c'était Marie-Claire. Et bon, il y avait ces trois volets, les trois premiers. Mais rendu au troisième, elle dit, ben, tu sais, Jean, il y en aura d'autres. Ah bon? Mais combien? On ne savait pas exactement. Et oui, donc c'est devenu ce livre qui ne pouvait finir, et même elle avait dit 10, ça je pense que c'est juste pour nous apaiser un peu, pour et après le 10e, on a fait ce fameux index dont tu parles dans ton livre, et que je trouvais très intéressante ta lecture de cet artefact, mais oui, après 10, je me suis dit, bon, ben on compte plus, là, on va. Et Marie-Claire, il y avait cette œuvre qui respirait avec elle, c'est-à-dire que tant que Marie-Claire était vivante, l'œuvre continuait. Et rien ne pouvait l'arrêter. Il y avait eu je sais pas, c'était laquelle, des tempêtes tropicales ou les ouragans qui passaient au-dessus de Québec. Je dis, Marie-Claire, tu t'en viens, tu restes pas là. Ou tu vas à Miami. Elle dit, non, le livre n'est pas fini. Donc, le livre n'est pas fini, ça voulait dire que rien ne peut m'arriver tant que le livre n'est pas fini. Et elle me disait, le livre n'est pas fini, puis il faut que je sache ce qui se passe avec mes personnages. Donc, il fallait qu'elle soit là pour les accompagner. Donc, c'était vraiment un livre qui était collé sur la vie et collé sur sa vie à elle, sur les gens qui l'entouraient. Puis toi, en tant qu'éditeur, ton travail, comment t'accompagnes? Parce que quand même, il y a un exercice de débordement. Pas un exercice, mais une logique du débordement dans l'œuvre. Mais toi, en tant qu'éditeur, c'est un peu de contenir le débordement? Non, notre rôle, je crois, au Boréal, c'était de laisser Marie-Claire faire ce qu'elle voulait. C'est ça le grand défi au fond, parce que éditer Marie-Claire Blais, c'est pas une question de commenter son travail ou de lui donner des idées ou non. Donc, mais c'était de dire faut donner à cette œuvre l'espace nécessaire pour qu'elle mène au bout. Et c'est pas un travail d'édition comme d'autres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une idée de là il faut la cohérence du personnage, parce que j'ai bien vu que tout était mouvant, que le dessin était tellement spontané chez Marie-Claire et que les choses bougeaient tout le temps et que les personnages, et je suis certain, parce que je disais à Elisabeth, ce qui est fascinant, c'est que tu as travaillé avec l'ensemble, et moi je savais que j'avais jamais l'ensemble sous les yeux. Donc je suis sûr que il doit y avoir des distorsions temporelles, il doit y avoir je ne sais pas, je serais très curieux, parce que Marie-Claire, elle était guidée par cette profonde conviction que l'œuvre s'exprimait à travers elle. Il y a quelque chose qui la guidait. Et il y avait ce geste d'une sûreté extraordinaire. C'était comme ça. Et Marie-Claire, crois-tu pas? Non, c'est comme ça. Mais c'était surtout de lui donner l'espace, de lui donner pour poser la question, est-ce qu'il y en a des incohérences? Pas tant, non. Il y a parfois, non, il y a des légers décalages, mais non, il n'y a pas de distorsion. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand on revient à Soif, au premier,
tout est déjà là, ou pratiquement là. C'est ce qu'on discutait hier dans le séminaire de Michel. Jusqu'à des éléments comme Bois des Rosiers, les attaques racistes, les incendies de maisons, ils sont dans Soif, alors qu'on va les retrouver dans le fragment du 12e que vous avez publié. Oui. Donc, elle suivait ses personnages, c'est vrai, mais elle savait où elle allait. Ces personnages vivaient en elle, elle était complètement plongée dans le monde de ces personnages. Ouais. Alors non, il n'y a pas tant de distorsion. Et sur quelque chose à préciser quand même, du temps du séminaire, on n'en avait que 10. Déjà pas mal. Et les deux autres, Petite Cendre ou La Capture et Agostino ou l'Illumination qui est inachevé, là il y a une différence quand même. C'est ce qu'on remarquait hier aussi. Sur le plan de la narration, on dirait qu'elle va tout recommencer en focalisant sur un personnage. Après, dans les 10 premiers, on a une focalisation, une narration extrêmement curieuse. Là, on a essayé de travailler là-dessus dans le séminaire, où tout le monde est là, tout le monde est important. Tandis que dans ce qui suivait, c'est centré sur un personnage. C'est Petite Cendre dans Petite Cendre ou La Capture, c'est Agostino dans l'extrait qu'on a. Alors on a l'impression, ceci dit, on ne change ni d'univers, ni de traitement des personnages, mais le regard passe beaucoup plus précisément à travers un protagoniste. Donc on a l'impression d'un recommencement. Et elle en avait prévu d'autres, hein? Oui, oui, absolument. Elle en prévoyait d'autres. OK, excuse-moi. Mais non, mais on peut savoir. Moi, en tout cas, je veux savoir, est-ce que tu connaissais les plans des livres auxquels on n'aura finalement jamais accès? Non, de plans, non, mais elle m'avait dit, tu sais, je vais reprendre en effet l'univers de Soif et je vais me concentrer sur des personnages, mais de la façon dont on en parlait, ça allait durer tout le temps. Il y avait cet inachèvement ou cette éternité qui entrait dans le livre aussi. C'est parce que c'était inépuisable. Mais oui, il y avait beaucoup de livres à venir. Et je le sentais à la fin, cette inquiétude, mais avec tous les livres qui étaient là dans sa tête, absolument. Il n'y en a pas des noms de personnages? Non. Elle était assez peu... elle partageait pas... Elle nous remettait le manuscrit, c'était fini. Okay. C'était fini. Le travail était fait. C'est quelqu'un qui travaillait fort et qui faisait ses devoirs. Mais c'était pas quelqu'un qui disait « Ah, que penses-tu » Non, il y avait une telle assurance chez elle de la voie à suivre, de ce que l'œuvre demandait. C'était dicté. Et, ouais. Mais en même temps, les livres qu'on n'aura pas lus, les livres qu'on n'aura pas, ils sont là. Parce que dans le cycle, c'est une des conséquences de l'écriture cyclique, il y a quelque chose qui est là virtuellement. On nous raconte ce qui se passe en même temps, autour, dans le même lieu, en même temps qu'un événement. Oui. Mais donc, il y a un foisonnement de personnages, mais aussi de trajectoires, de vie, d'événements qui sont là virtuellement. Ça fait partie, il me semble, de la cohésion du cycle et de son côté monumental. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un cristal. Dans un cristal, on en prend un morceau et déjà la structure de l'ensemble, et c'est vraiment ça. Et moi, je les ai lus 3 fois chacun des livres du cycle Soif, parce que c'était une fois au manuscrit, 2 fois aux épreuves. Et chaque fois, je me disais, mais j'ai pas lu ça dans ma première lecture. Chaque fois, il y avait des choses nouvelles. Le cristal avait bougé un peu, la perspective avait changé. Donc, bien sûr, tout est contenu mais la nouveauté, c'est l'expérience. Lire Blais, c'est une lecture performative. C'est l'expérience qu'on absolument traverse. Participative. Tout à fait, oui. Il faut être là. Et c'est pour ça que c'est bien d'être plusieurs. Ben oui, complètement. Ouais. Et le cristal, c'est une métaphore importante. Hein. On la retrouve dans plusieurs énoncés de Soif. Ouais. Deuxième bloc. Accompagnement éditorial. J'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Elisabeth, dans Écriture de l'inachèvement, tu consacres quand même plusieurs pages à la composition interne du cycle Soif, mais aussi à sa composition externe, ou en fait ses composantes externes, c'est-à-dire donc les commentaires paratextuels, qui sont pas les moindres des analyses, là. Donc tu commentes un peu le travail de la maison d'édition. Puis je pense par exemple à l'exemple de l'index qui donne vraiment des belles analyses. Alors pourquoi c'est important d'analyser ce discours paratextuel-là, puis quelles conclusions on peut tirer de... Ben, l'index
Michel, je me répète, mais il est intéressant parce qu'il ne marche pas. Oui. Parce qu'il est en porte-à-faux par rapport à cette œuvre-là qui ne pouvait pas avoir un index. Donc l'index a l'air de terminer quelque chose, mais en fait il ouvre autre chose. Et quand on prend les différentes notices, on voit que les personnages ne sont pas refermés sur ce qu'ils sont dans la fiction, mais comme en réserve d'un roman ultérieur. Et là, vous pouvez avoir des aperçus sur les romans à venir. Mais oui. Même chose avec le temps. Il y a des notices qui sont au passé. On se dit, ah ben lui, c'est fini. Il y a des notices qui sont au présent. L'intérêt d'étudier l'index, c'est de voir à quel point il est en décalage par rapport à l'œuvre et comment il fait apparaître que c'est une œuvre qui ne peut pas se fermer. L'index est fait pour fermer quelque chose. Mais non, ça ne marche pas. Puis il y a l'effet de liste qui contient aussi d'autres textes virtuellement. Comment ça arrive, l'index? C'est une commande de René Sécati? Oui, René avait évoqué ça. D'ailleurs, une anecdote sur Marie-Claire et l'édition avec Marie-Claire. Pour le deuxième volet, qui était dans Foudre et la lumière. Donc, les manuscrits arrivaient au Boréal et j'ai travaillé avec Marie-Claire. Ensuite, on envoyait le texte final au Seuil. Mais René, ou je ne sais pas si c'était René qui était déjà là ou c'était encore Olivier Cohen qui était là au Seuil, puis il dit, écoutez, ce serait merveilleux pour aider les lecteurs qu'il y ait certains rappels du premier constituent les personnages. J'ai dit, bon, Marie-Claire, le Seuil nous demande, elle dit, bon, je ne sais pas comment faire ça. Ben, c'est la demande. Elle m'a dit, mais fais-le. Ben, j'ai dit, Marie-Claire, voyons donc, je n'ai pas commencé à jouer dans tes têtes. Non, fais-le, ça va être très bien, je suis certain. Donc moi, brave garçon, à l'époque, intimidé un peu par les demandes du Seuil. Donc j'essaie de... Mais c'est impossible. Impossible de toucher à quelques fils. Parce que dès qu'on changeait le rythme, dès qu'on ajoutait ça, j'ai dit, bon, ils l'ont pris comme ça et c'était la fin de leur demande. Mais il y avait cette idée de faire au 10e, pour aider le lecteur, une liste des personnages. René l'avait commencé, il nous l'avait envoyé, j'en avais rajouté, et bien sûr, j'ai tout revu avec Marie-Claire, et c'est là où c'est devenu assez créatif, j'ai l'impression. Oui. Mais encore là, c'est là où peut-être notre travail est différent, tu vois. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas accompagné Marie-Claire là-dedans en disant, Marie-Claire, il faut quelque chose de parfaitement cohérent. Je lui dis, bon, c'est quelque chose qu'on donne au lecteur, pour souligner ce qui devait être la fin du cycle. Et souvent, je dis, mais Marie-Claire, mais là, ce personnage, c'est pas ça. Oui, mais bon, c'est un petit peu comme ça. Et voilà. Bon, si vous connaissez un peu comment ça marche d'une maison d'édition, c'est sûr que c'était fait après que le texte était fini. Il y a une date d'envoi à l'imprimeur. Et Marie-Claire était là, donc on a réussi à le travailler. Mais nous ne pouvions pas disposer justement de cette distance qui est très importante que vous avez maintenant. Mais donc, je dis, bon, voilà, ben, écoute, ça sera ça. Et puis, en effet, je crois que ça fait d'une certaine manière partie de l'œuvre. Oui, moi, je crois aussi que ça fait partie de l'œuvre. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la longueur des notices. Parce que dans un index, la longueur des notices, ça peut donner une idée du statut du personnage, qui est un problème dans ce cycle-là, puisqu'il n'y a pas de personnages principaux, où ce sont tous des personnages principaux. Alors, il y a des caractères piliers, là, il y a des personnages plus importants que d'autres, mais dans l'index, il y a des notices très très longues pour un personnage qui apparaît au fond très peu. Et ça, c'est intéressant. Et ça, je pense que c'est pas en décalage. Ça, c'est précisément ce qu'elle voulait faire. Oui, c'est parce que c'était le personnage qui l'a préoccupé à ce moment-là. Voilà. Elle était dans... J'ai l'impression que c'était parce que là, elle était avec ce personnage. Et puis, mais elle portait tous ces genres. Il fallait beaucoup d'énergie. Oui, parce qu'aucun personnage n'est plus important qu'un autre, parce qu'il n'y a pas de héros. C'est ce qu'on disait aussi dans le séminaire. Et que peut-être aucun personnage n'est important tout seul. Il n'y a rien qui arrive à un personnage qui ne concerne pas la collectivité. À mon avis, c'est l'aspect politique du cycle. On a parlé un peu du recul, Jean. Là, je te lance sur une question fiction. On est dans la fabulation. Est-ce que... mais je pense que ça permet, cette fabulation-là, nous permet de dire des vraies choses sur ton travail, de jeter un vrai éclairage sur ton travail. Est-ce que si tu avais su que le cycle allait se déployer sur 12 romans, tu aurais travaillé peut-être dès le départ de façon différente? Absolument, oui, c'est sûr.
Ben, j'aurais sans doute essayé d'imposer à Marie-Claire certaines normes, comme on nous enseigne à le faire, et je suis pas mal certain que ça n'aurait pas marché, là. Elle m'aurait regardé en voulant dire, t'es certain. Mais parce que, je disais tout à l'heure, il y a dans la spontanéité du dessin, il peut y avoir justement, il y a bon, tu soulignes Élisabeth aussi autour de la mort d'Adrien, tu vois? Mais ça change et ça peut être la perception de chacun des personnages. Et peut-être que Marie-Claire a même changé d'opinion. Mais je la voyais aussi quand on travaillait ensemble. Je disais, Marie-Claire, c'était des choses. Il y a un seul moment dans tout le cycle où il y avait vraiment, je l'ai prise en défaut, mais une seule fois. C'était à la fin d'une réunion près de la mer, la fusillade dans la boîte. Et là, il y a Portia et Portia. Les deux, oui. Ben, elles avaient confondu. Wow. Mais c'était quand il y avait eu la tempête, justement. C'était le moment. Pauvre Marie-Claire, c'était déjà de faire ça avec son... mais c'est vraiment le seul moment où on a réussi à lui épargner de confusion. Mais c'est tout. Sinon, il y avait mes 3 lectures à moi, il y avait une lecture d'épreuve en plus, il y avait 5 lectures en tout. Et elle retombait toujours sur ses pattes. Mais c'est sûr que si j'avais su que c'était un ensemble de 10 ou de 12, j'aurais travaillé différemment, mais peut-être que je pense pas que ça aurait donné nécessairement un meilleur livre, et peut-être pas non plus, parce que là, elle avait cette liberté. Et elle était très maligne. Très, très maligne. Et savoir de se garder cette liberté, c'était Marie-Claire, quelqu'un qui était extrêmement, c'est plus personnel, extrêmement disponible aux gens autour d'elle, à ses amis, mais pas, on pouvait l'appeler seulement après 5 heures le soir. Jusqu'à 5 heures, elle écrivait. Et puis là, personne. Et c'est quelqu'un qui, son œuvre était la chose la plus précieuse. Elle faisait tout pour se garder cette liberté, cette autonomie. Dans l'œuvre, et c'était facile. Est-ce que c'est Marie-Claire, c'est Agostino ou c'est Augustine? Non, c'est Agostino. OK, c'est clair. Il y avait cette certitude chaque fois. Donc, c'était très facile de travailler avec elle. C'était oui, c'était non. C'était tout simple. Même si on avance un peu en aveugle dans cette forêt. Oui, mais je crois pas c'est pas Balzac, là. C'est pas quelqu'un qui voulait recréer l'état civil. Je veux dire, c'est quelqu'un qui voulait... Marie-Claire, c'était ce qui comptait. Bien sûr, c'est de travailler d'après le motif. Je veux dire, c'est sur sa vie. Et les gens on va à Key West, on les connaît tous. Mais elle disait toujours, c'est transposer. C'est le geste artistique. C'est d'en faire de l'art. C'est ça qui compte pour elle. Puis en lisant Elisabeth, on a l'impression que puis tu l'as connue très bien, là, on a l'impression qu'elle a elle-même été dépassée par son propre projet. Est-ce qu'on a raison de penser ça, ou est-ce qu'elle a été surprise? Je crois qu'elle s'est octroyée, comment dire, elle a choisi comme une vocation de se dévouer à ce projet qui était au-dessus des forces d'une seule personne, c'est sûr. Mais dépasser, je crois qu'elle appelait, il y avait ce désir de faire quelque chose d'impossible. Elle était forte. Moi, je ne crois pas qu'elle était dépassée. En tout cas, comme lectrice qui arrive après, là, on n'a pas le sentiment qu'elle était dépassée, qu'elle le suivait, que peut-être elle n'avait pas prévu tout ça dès le départ, mais en même temps, il y a quelque chose qui tenait. Et non, moi, je ne crois pas qu'elle était dépassée. Et je pense que si tu avais su et que tu avais édité différemment, ça aurait été moins bon. Je crois aussi. Non, c'est vrai. Je crois absolument. Je pense que il y a aussi dans cette œuvre-là l'élan. Oui, la spontanéité, oui, c'est ça. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai dans Proust aussi. Je veux dire, Proust, oui, il y a cette scène fabuleuse, je ne sais pas si c'est dans La prisonnière ou un de ceux qui sont difficiles vers la fin. Là. Et le narrateur est au piano, Albertine a disparu, est avec André, peut-être, il ne sait pas où elle est. Et là, il joue le prélude du 3e acte de Tristan. Il trouve c'est beau, c'est tellement magnifique. Il arrive l'ère du pâtre, il dit non, Wagner est trop content là. Il est trop content de sa perfection technique. Et ces derniers volumes de Proust sont assez imparfaits aussi. Il y a plein de choses qui sont... Et chez Marie-Claire, elle n'a pas eu besoin de mourir pour... Elle était capable d'accepter ce mouvement spontané. Et pour elle, ce mouvement était sacré d'une certaine manière. Une fois que c'était écrit, c'était ça, l'œuvre. Je suis prête à revoir les virgules, mais l'œuvre, c'est comme ça. Et il y avait cette nécessité qui la gouvernait. J'aimerais maintenant vous entendre sur ce que tu appelles, Elisabeth, dans l'avant-propos, la continuation latérale du cycle. Donc, les 2 tomes qui viennent après une réunion près de la mer en 2018, donc avec Petite cendre pour la capture et Augustino.
ou l'illumination. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que je pense que ça permet de voir peut-être les motifs de continuation ou de prolongement entre le cycle, entre la décalogie, les 10 premiers romans, puis ces 2 tomes-là. T'en as déjà parlé peut-être un peu, mais j'aimerais peut-être revenir là-dessus, mais aussi de voir, parce que je pense que Augustino ou l'illumination, il y a quelque chose d'étonnant quand même, il est vraiment porte-à-faux par rapport au reste des 11 autres tomes, ne serait-ce que pour la ponctuation, qui occupe quand même une place importante. Puis je pense même, Jean, toi aussi, ça t'a étonné, Bien sûr. Ben, moi, ça les points qui sont... juste répondre rapidement à cette question technique. Bien sûr, j'ai reçu le manuscrit, mais malheureusement, Marie-Claire n'était plus là. Et j'ai vu ces phrases très, très courtes. Donc, j'ai parlé à Sylvie Sainte-Marie, qui avait aidé Marie-Claire à faire un travail magnifique de tout taper et de préparer les manuscrits pour Marie-Claire. J'ai dit, mais Sylvie, est-ce que Marie-Claire retouchait? Elle dit non, Marie-Claire retouchait jamais ce qu'elle m'envoyait. Donc, c'est comme ça. Donc, ce que vous avez entre les mains reprend exactement le manuscrit. On ne fait aucun travail éditorial qui aurait essayé de le rendre comme les autres. Donc, c'est vraiment comme ça que Marie-Claire l'a écrit. Oui. Oui, c'est vrai que c'est différent, c'est sûr. En même temps, on ne peut pas tirer de conclusion. On a un extrait, on a peut-être un quart de ce qui aurait été ce roman-là. Donc, il faut noter qu'il se passe quelque chose, mais je ne pense pas qu'on peut en tirer des conclusions trop importantes. Moi, j'ai tendance à penser que trop, c'est comme pas assez. Que cette cascade de points, elle n'a pas non plus le rôle, cette ponctuation fort différente de ce qui se passe avant, n'a pas non plus... on ne peut pas dire qu'elle passe à une ponctuation conventionnelle. Il y en a comme trop. Et donc, on est encore dans une respiration particulière. C'est ce que je dirais, mais je crois qu'on ne peut pas trop s'avancer parce que c'est tout ce qu'on a. Sur les continuations, ça m'amuse parce que je parle sous l'autorité de médiévistes, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est déjà là dès le départ. C'était dans le séminaire, c'était l'hypothèse de Kevin, c'est-à-dire que l'inachèvement, il va dans les deux sens. Ça ne finira pas parce qu'il y aura de nouveau des choses après, mais ça ne finit pas parce qu'il y a des choses à côté. Et que, d'une certaine façon, Petite cendre ou la capture, c'est tout à fait ça. Dans Petite cendre ou la capture, qui est peut-être le plus théâtral, qui pourrait être monté, on a l'arrestation par un policier qui devient de plus en plus raciste d'un homme noir, Grégoire, qu'on connaît, qu'on a déjà rencontré dans le cycle, et Petite cendre s'interpose. Et pendant cette scène où Petite cendre évite que ça dérape, on a tout ce qui se passe dans cette ville qui est toujours la même, qui est balnéaire. Alors, c'est ce que je veux dire par latéral, parce que ça non plus, ça peut ne pas finir. Ce qui s'est passé au même moment. Donc, elle a exploité, je dirais, toutes les possibilités de continuer. Aussi bien continuer la saga, on a eu Mère, on a eu Mélanie, on a May qui a 18 ans, pourquoi pas May aurait eu des enfants et ça aurait continué, mais on exploite aussi ce qui se passe simultanément. Et ça, c'est quand même un tour de force assez incroyable. Donc, c'est ce que je voulais dire par continuation latérale. Est-ce qu'il y a d'autres effets de prolongement thématique que tu relèves? Oui, l'effet de prolongement thématique, c'est aussi que toutes les misères du monde sont présentes, que toutes les exclusions, toutes les souffrances du monde contemporain sont présentes. Dans les derniers romans, on a un couple de migrants aux États-Unis qui se fait séparer de force par les agents de l'immigration. On a un enfant qui est enlevé à ses parents. On a une scène comme ça. Donc il y a aussi ce prolongement-là, c'est-à-dire que rien n'est fini dans le cycle, même pas les choses historiques. Par exemple, les deux bornes de la grande souffrance dans le cycle, je crois que c'est la Shoah d'une part et l'esclavage d'autre part. Mais c'est pas fini, parce que dans le traitement de tas de marginaux, l'esclavage se poursuit, se continue. Dans cette scène des rabbins assassinés qui revient dans tous les tomes, la Shoah continue. Donc, il y a aussi un prolongement au sens où il y a l'onde de choc des événements anciens, et l'onde, elle continue. Et puis, il y a l'inépuisable renouvellement de l'exploitation, de la souffrance. Qui trouve toujours un moyen de frapper d'autres gens et de continuer. Donc ça aussi, c'est un prolongement.
Puis à part la ponctuation, est-ce qu'il y a des effets de rupture dans Agostino? Ben, l'autre effet de, je ne sais pas si c'est une rupture. Moi, je ne vois pas beaucoup de rupture dans ce cycle-là. L'autre effet, c'est ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que là, c'est Agostino, c'est lui c'est son point de vue. C'est même le livre qu'il est en train d'écrire. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui... Et Marie-Claire en parlait depuis longtemps. Ah, ça oui. faisait longtemps qu'elle disait « Ah, j'ai hâte d'arriver à Agostino, j'ai hâte, il est là, il est là. » C'est quelque... Donc, elle avait des plans, c'est sûr, qu'elle ne nous disait pas, mais elle les avait. Mais son Agostino, c'est le seul dont elle me parlait, vraiment en disant « Il va venir, je vais arriver là. » Et elle attendait vraiment son retour avec impatience. Ouais. Comment ça a été cette expérience d'édition-là? C'était très difficile sur le plan humain, là, Ouais. parce que Marie-Claire était plus au bout du fil et c'était très dur. Et Sylvie était très généreuse. Et puis le texte, mais cela dit, il est absolument fabuleux. Je veux dire, c'était également un texte, surtout dans les circonstances, parce qu'il est question de mort et de maladie et de mort et de résurrection et de transcendance. Et aussi, c'est absolument fabuleux, cette façon de s'immiscer dans la tête du grand secrétaire de Romney. Et également, je pense que le cycle est également inachevable dans la mesure où aucun des personnages est univoque. Chacun peut être retourné, chacun peut présenter un autre aspect. Et aussi, que tu dis, Elisabeth, la Shoah, mais la façon dont Marie-Claire nous la montre, c'est je pense que c'est une rencontre près de la mer aussi, avec cette docteur nazi qui descend du fourgon. Là. Bien sûr, c'est la Shoah, mais on n'a jamais vu cette Shoah-là. Ah oui, c'est que tous les personnages peuvent être retournés, aucun personnage n'est univoque, mais tous les personnages sont légitimes, toutes les voix sont légitimes, quoi qu'elles expriment, y compris le meurtrier de masse, le jeune homme qui va dans la cave de ses parents s'armer, puis qui va aller tirer dans une église de la communauté noire. On est obligé de lire ses pensées, on les a, et tous les... On a même peur pour lui. Oui, mais oui, on a peur pour lui en prison après, oui. Et lire, c'est accepter que toutes les voix soient légitimes. Et aussi, ce qui est inépuisable, c'est les créateurs, c'est la création. Toutes ces artistes qui sont toujours en train de créer dans les livres de Marie-Claire. Il y a les artistes du passé, cette évocation des grandes œuvres du passé, mais également, il y a toujours ces créateurs. Et puis, il y a des créateurs fictifs, il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines, pour qui c'est moins facile. Mais il y a aussi des figures historiques, et elles ont le même poids. Il y a Marie Curie, mais il y a Goebbels, il y a les sœurs des musiciens dont on n'écoute pas les partitions. Et les personnages historiques ont le même statut que les personnages fictifs. Ils sont personnages au même niveau. Ça, je crois que c'est extrêmement important, ça, dans la lecture. C'est-à-dire d'avoir... là, il y a un geste extrêmement fort. Il n'y a pas de hiérarchie, là, dans les personnages. Dans les souffrances, toutes sont légitimes. Parce que Marie-Claire, il y a cette admiration pour les grands écrivains du passé, filiation dans laquelle elle se situe elle-même. Mais il ne s'agissait pas de faire descendre ces gloires du passé ou cet art si important à ses yeux pour embrasser les gens humbles. C'est le contraire, c'était de soulever les gens humbles vers les cimes de l'art et d'embrasser tout le monde. C'était d'élever tout le monde. C'était ça qui était important, je crois. La prochaine question est désarmante de simplicité, mais les réponses sûrement pas. Je me demande, c'est une question qui m'est venue dans le bureau de Michel Biron. À qui s'adresse le cycle? Alors là, on a l'éditeur. Quand même, c'est une question que vous devez vous poser chez Boréal. Puis, peut-être la position du cycle, c'est une grande question, là, mais la position du cycle dans l'histoire littéraire québécoise. Mais peut-être que pour te donner une perche pour entrer là-dedans, Jean, les éditions Boréal ont fait paraître une très belle collection de textes, puis Soif a sa place, le premier texte du cycle. Est-ce que ça allait de soi que ce texte-là allait s'inscrire? Absolument, oui. Pourquoi ce roman-là? Parce qu'on voulait un roman de Marie-Claire, et puis ça nous a semblé celui qu'on pouvait extraire peut-être le plus facilement, Soif, qui est également le roman éponyme. Quant au lectorat, une maison comme le Boréal,
C'est sûr que c'est important qu'on songe à qui on s'adresse, mais également il y a la vocation de la maison de faire vivre les œuvres importantes. Il y a quelque chose qui s'appelle la littérature qui ne se mesure pas en nombre d'exemplaires vendus et c'est très important. Et donc c'est sûr que nous, on a repris également toutes les œuvres de Marie-Claire. On reprend le seul qu'on n'avait pas, c'est lequel? Merci Michel, merci, le parcours d'un écrivain. Ouais, donc on le reprend en hiver prochain. Et donc pour nous, c'était bon, ça allait de soi qu'on accompagnait Marie-Claire. Comme je vous disais tout à l'heure, éditer Marie-Claire, c'était surtout l'accompagner, lui donner cet espace. Mais il y a des lecteurs de Marie-Claire Blais. Je veux dire, on n'avait pas l'impression qu'on travaillait seulement pour le siècle prochain. Je veux dire, les livres circulent, les livres avaient quand même des ventes fort estimables pour des ouvrages littéraires qui sont quand même difficiles. On essaie de ne pas définir le public, nous. On essaie de penser que c'est tout le monde. Mais il y a des lecteurs maintenant pour Marie-Claire, puis il y en aura, j'en suis absolument convaincu. En posant cette question-là, je repense à la première séance du séminaire de 2018 où tu dis que ces textes-là s'adressent beaucoup à nous, à notre génération. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je continue d'en être absolument convaincue, mais je pense que les grandes œuvres, ça s'adresse à tout le monde. Mais qu'elle a touché, elle touche à des questions qui sont complètement les vôtres, peut-être sur le plan politique. Le positionnement politique que cette œuvre a, qui tient pas au sujet dont on parle, encore que, mais qui tient aussi à la manière de le traiter, à cette espèce d'inclusion absolue qui se pratique au niveau des personnages, mais qui se pratique au niveau des voix, qui se pratique à tous les niveaux. Oui, je pense qu'elle s'adresse notamment à votre génération. Et c'est quand même pas rien qu'un écrivain, une écrivaine de 80 ans s'adresse en prise directe à la jeunesse, de façon, à mon avis, enfin, c'est évident, là, plus que certains jeunes écrivains. Quant à la question sur la littérature québécoise, elle était déjà, quand elle commence Soif, une écrivaine majeure de la littérature québécoise, mais Soif, c'est... moi, je connais pas d'équivalent, évidemment. Il faut pas faire de son ignorance le critère, là, mais moi, je vois pas d'équivalent à un projet pareil. C'est énorme. Il y a là une ambition formidable et j'en vois pas beaucoup d'autres exemples en littérature québécoise. Il y a aussi un positionnement de la langue. Elle parle d'un univers américain, mais elle fait de l'univers américain un microcosme, ce qui est déjà un positionnement, et elle le fait exister dans un français sans avoir peur du subjonctif du passé, dans un français ultra poétique. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est aussi, oui, bien sûr, c'est la littérature québécoise, mais à son plus universel. Il faut souligner son audace aussi. C'est quelqu'un qui a eu un succès très, très jeune. Mais jamais il a été question pour Marie-Claire de reprendre les recettes de son succès ou de se lancer aussi en 80. Elle a commencé l'écriture de Soif au début des années 90. Donc, d'arriver dans cette... Quand même, où elle aurait pu simplement... vivre de son vieux fond, mais tout en jeu, et sa réputation, et ses lecteurs et tout, c'est assez fabuleux. D'ailleurs, tu évoques quel âge de Marie-Claire? Comment? Tu évoques quel âge de Marie-Claire? Tu évoques l'âge de Marie-Claire? Mais parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'anniversaire. Oui, le 5 octobre, oui. Bonne fête, Marie-Claire. Doit être très content de nous voir réunis ici, parce qu'elle nous voit, hein. Je suis sûr. Mais te sourciller quand on a parlé de l'âge. Non, mais c'est parce que je voulais te faire le cue. Mais elle était jeune. Mais Michel, toi, tu l'as côtoyé. Michel est le frère de Marie-Claire. Marie-Claire, pas d'âge, mais jeune, elle était aussi, j'imagine, avec cette sagesse déjà, ou qui la distinguait? Je pense que ce qu'elle recherchait beaucoup, c'était une grande liberté dans le temps et l'espace. Et ça, très jeune. Très, très jeune. Oui. Et le fait aussi qu'elle a quitté le Québec dans la vingtaine, ça lui a ouvert d'autres perspectives. Alors qu'à cette époque, le Québec était, disons, c'était le début du grand nationalisme
Alors, Marie-Claire n'est pas une nationaliste, elle est universelle. Alors, quand tu parlais de son côté, ce qui est un peu incroyable, c'est qu'elle écrit en français, en parlant des États-Unis principalement. Ben, en fait, c'est toute l'Amérique, c'est l'humanité, mais ses principaux sujets dans Soif sont pour la plupart américains. Et tout ça est en français. Oui. Alors ça, c'est quelque chose d'unique. Cette capacité de se créer cet espace de Oui, et je crois qu'il y a presque des effets de traduction. Dans le livre d'entretien que Lise Gauvin a fait avec Marie-Claire Blais, elles évoquent cette question. Il y a un moment où Marie-Claire Blais répond à une question que oui, elle traduisait. Mais évidemment, on est loin d'une traduction, de simplement une traduction. Il y a quelque chose qui se passe là. Mais oui, ça me paraît important. Il me semble que personne n'a essayé de faire ça avant. Et quelqu'un de vraiment bon en anglais devrait étudier les traces que l'anglais des personnages met dans le texte et dont elle fait quelque chose de poétique. On a déjà commencé à poser des questions au public. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent très bien l'œuvre de Marie-Claire Blais dans l'assistance? Donc, si vous avez des interventions, sont les bienvenus avant que je pose d'autres questions qui concernent la postérité de l'œuvre de Marie-Claire Blais. C'est des questions qui me préoccupent beaucoup ces jours-ci, qui vont me préoccuper longtemps. Elisabeth, dans l'avant-propos, tu expliques évidemment que ton texte ne prétend aucune sorte d'exhaustivité. Ça va de soi, elle serait impossible de toute façon, qu'il y a plusieurs avenues qui restent à explorer. Quelles sont les avenues critiques que toi tu souhaites explorer à partir de cette œuvre-là? Voilà, je sais pas. Si deux choses à quoi j'ai pensé et où je me sentais absolument pas ce qu'il fallait. Alors, cette question de la langue, ça, je pense qu'on pourrait faire une étude fine de ce qu'elle fait de l'anglais. Et l'autre chose, c'est la musique, qui est majeure, qui est tout le temps là, avec quelques compositeurs, quelques pièces. Et là, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire pour montrer que ce n'est pas décoratif. Jamais. Jamais. Qu'il y a toujours un ancrage précis et un écho avec le texte. Elle écoutait beaucoup de musique les derniers mois. C'était beaucoup Britain, The Turn of the Screw, et le dialogue des Carmélites de Poulenc. Voilà. Très présent chez elle. Puis Jean, en tant qu'éditeur, c'est quoi le rôle de l'éditeur? Le rôle de l'éditeur, c'est de rendre les livres disponibles. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on veut faire, de s'assurer que l'œuvre de Marie-Claire se retrouve en librairie, qu'elle circule le plus largement possible. Ce qu'on essaie modestement de faire, c'est ça notre rôle. C'est ton espoir Oui, comme je vous dis, publier Marie-Claire Blais, c'était pas seulement, c'était bien sûr de soutenir ce grand écrivain, mais c'était également de donner à lire. Les livres se vendent quand même. C'est pas... j'imagine que c'est différent peut-être du succès de Nous Saisons, qui était couronné par un certain appareil, mais quand même, en France, le Seuil a repris tous les titres, y compris Augustino, et je sais j'ai rencontré des journalistes français la semaine dernière, ils la connaissent, ils la défendent, ils l'admirent, donc elle est présente dans les lectures maintenant, là. Et puis pour la suite, comme je dis, notre rôle, c'est de s'assurer que les textes sont trouvables. Voilà. Des projets particuliers on a parlé de parcours d'un écrivain. Oui, je crois qu'il y en aura, mais c'est sûr que là, ça vient de... Bon, on avait des commentaires, il faudrait que quelqu'un fasse un vrai index, là. Faut pas. Je sais quoi leur répondre maintenant, c'est ça. Mais bien sûr, mais cela dit, il y aura sans doute, mais ça, c'est plus du côté de l'université, je pense, éventuellement une édition critique et différentes... qui est une tâche immense, là, parce que l'œuvre est immense et c'est assez compliqué. Mais modestement, nous, au Boréal, nous, c'est de s'assurer que les livres soient là. Et le Seuil, René Tsekati a été extraordinaire aussi, de fidélité ou d'admiration pour Marie-Claire. René Tsekati,
immense admiration pour Marie-Claire et les gens du Seuil l'ont suivi et c'est ça qui, pour nous, en ce moment. Et puis ensuite, ce sera à vous, les générations qui suivent, de prendre le relais. Oui. Voilà, sur une note d'espoir. Oui, Lise Gourdin. Moi, je voudrais souligner la très grande complicité qu'il y avait entre Jean et Marie-Claire. Et vraiment, je pense qu'elle a eu beaucoup de chance de te rencontrer et réciproquement. Ah oui, c'est sûr. Et vous étiez vraiment très proches. C'était vraiment une complicité, une amitié véritable d'éditeur, comme on en trouve peut-être rarement. En tout cas, c'était mais pour moi, c'est un immense privilège. Mais c'est sûr qu'aussi, ce qui nous aidait beaucoup, c'est que j'aime me coucher tard et surtout que j'aimais me coucher tard. Et voilà, je me suis couché tard grâce à Marie-Claire. et aussi, c'est parce que à Key West, voilà, elle aimait bien parce que je l'accompagnais. On allait voir ce qui se passait dans la vie de ces personnages. Là. Donc, elle avait un accompagnement. Mais aussi, je voudrais souligner aussi le plaisir de vivre de Marie-Claire. C'est quelqu'un qui avait ce regard, bien sûr, toutes les souffrances du monde. S'il y avait quelqu'un souffrant autour d'elle, elle le sentait tout de suite et elle était d'une empathie infinie. Mais également, c'est quelqu'un qui savait jouir de tous les plaisirs, des moindres plaisirs de la vie, de rencontrer. Elle adorait rire, Marie-Claire. C'était un tel plaisir. D'une générosité. Oui. Et puis pour la musique, je pense que ça a été bien rendu dans la mise en scène qu'on a théâtrale, le Soif, qui était... Absolument, que Denis Marleau et Stéphane Jasmin ont fait, qui était magnifique. Et moi, je crois l'avoir entendu dire que son prochain personnage de roman, ça aurait été Suzanne. Ah oui! La femme à l'écriture sacrifiée. Ouais, ça aurait été magnifique. En ce moment, mais je veux dire, j'ai pas de... Personnage très complexe aussi, Ça aurait pu. Ouais, mais je suis sûr, mais... Est-ce qu'il y a des choses à dire sur les personnages d'artistes femmes dont l'œuvre a été sacrifiée? Ben oui, tout le monde n'a pas lu. Oui, c'est ça. Oui, elle a beaucoup parlé de ça. Suzanne, c'est un magnifique personnage parce que c'est un personnage de renoncement. Et le cycle présente plusieurs femmes d'un certain âge au moment où elles constatent que leur œuvre, leur carrière, n'aura pas connu la même postérité que celle de leurs collègues masculins. C'est complètement le cas de Suzanne, qui est la femme d'Adrien, puis il n'y en a que pour Adrien. Et donc, elle écrit derrière le paravent. Il y a d'autres... Alors oui, oui, il y a ça. Dans une entrevue, elle dit celles qui ont subi le sort du silence. Et c'est intéressant quand même que dans un cycle consacré au grand malheur du siècle, là, ce sentiment beaucoup plus ténu, cette gêne qu'on n'a pas fait tout à fait ce qu'on voulait, qu'on n'a pas eu tout à fait le traitement qu'on méritait, elle est présente quand même et elle est tout aussi légitime. Mais tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de personnage qui est plus important que l'autre, mais il n'y a pas une souffrance qui est plus importante. Ça peut être c'est dans lequel roman il y a cet oiseau qui est captif. Dans plusieurs romans. Voilà, il revient à cette figure, mais de la souffrance à l'état pur. C'est un oiseau captif. Mais il n'y a pas de petite souffrance chez Marie-Claire Blais. Toutes les souffrances sont égales dans la souffrance. Oui. Non, et ça revient comme des espèces de vignettes, là, pour rappeler que, oui, la souffrance animale, elle est là comme... elle est métonymie. Oui, c'est le tout pour la partie pour le tout. Ouais. Alex? Oui, moi j'aimerais ça vous entendre sur Un cœur habité de mille voix, qui est une œuvre qui ne fait pas partie du cycle, mais qui lui est contemporaine, puis qui est particulière parce qu'elle fait revivre les personnages du passé dans une forme puis dans un ton qui me semble être celui du cycle. Oui, tout à fait. Donc on dirait qu'il y a un statut un peu ambigu. Ouais. Mais oui, non, ça fait pas partie du cycle, mais c'est le principe de composition est cyclique puisqu'elle reprend les personnages des Nuits de l'Underground et de L'Ange de la Solitude et elle les reprend vieillis. La bataille pour la reconnaissance des droits des gays et des queers, elle est au centre de ce roman-là, mais elle est là depuis très longtemps et elle est là dans Soif. Alors, et le ton, le phrasé, c'est le même que celui du cycle, oui. Et donc là, il y a un effet de boucle, là, d'aller rechercher des personnages anciens et de les montrer à la fin de leur vie, aussi au moment du bilan. Mais
Oui, c'est différent parce que là, d'une certaine façon, ça finit. Mais un cœur habité de 1000 voix, en même temps, la formule même pourrait définir soif. Oui, c'est un autre cycle, en fait. Oui, c'est ça. On parlait de... C'est quoi le terme de déplacement latéral? Continuation latérale. C'en est une aussi. C'en est une, oui, tout à fait. Elle est en train d'aller chercher des choses de son œuvre passée. Et voilà, c'est comme si elle refaisait un cycle avec ce qu'elle a déjà écrit. Mais c'est aussi la postérité, on parlait de postérité, de ces luttes-là, le devenir de ces luttes-là, puisque les Nuits de l'Underground, c'est les années 70. Donc, c'est qu'est-ce que c'est devenu et qu'est-ce que les gens sont devenus à travers ça. Tu parlais de liberté, Michel. Il y a une chose que Marie-Claire m'avait dite un jour qui m'avait frappé, c'est Barbara Deming, qui était la compagne de Mary quand ils se sont rencontrés, qui avait dit, Marie-Claire, tu sais, si tu peux te couper les cheveux toi-même et si tu peux laver ton chemisier dans un lavabo de motel, personne ne peut avoir toi. Et je pense qu'elle vivait beaucoup comme ça, Marie-Claire. C'était, tout en étant extrêmement empathique, elle avait quand même cet espace de liberté qui était primordial pour elle. Ouais, moi, je veux aussi ajouter sur sa générosité que si le séminaire a été tellement bien, c'est aussi parce qu'elle est venue nous voir et que ça change quand même beaucoup les choses. C'est là que beaucoup d'entre vous l'avez rencontrée. Je sais que vous avez continué à échanger avec elle après. Et en 2019, j'ai édité avec Marie-Pascale Huglot le prix de la revue Études françaises qui était, et j'ai un trou, qui était de l'intérieur de la menace. Oui. Et donc, j'étais en contact avec elle et elle demandait des nouvelles des étudiants du séminaire. Et elle se souvenait de leur nom et tout ça. Oui, c'était quelqu'un qui mettait en pratique c'est ce qu'il y avait dans ses livres. Oui. Oui, absolument. Ouais. On s'arrête. Oui, je pense qu'on s'arrête. Merci Jean, merci Elisabeth. Merci Michael. Merci Michael. Et c'est l'heure du vin. Et c'est l'heure du vin. Merci à vous.